Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Anjou si vous nous rejoignez ce soir à l'occasion du décès de l'écrivain Jean Raspail samedi dernier. Nous allons revenir sur la figure, la personnalité et l'œuvre de cet auteur qui a marqué la littérature française du XXe siècle. Grand prix du roman de l'Académie française pour son livre Moi, Antoine de Toulens, roi de Patagonie en 1981, puis grand prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Avant d'être l'auteur de nombreux romans, Jean Raspail fut un aventurier, un explorateur des terres oubliées, grand défenseur des peuples menacés. C'était aussi un catholique, fier de ses racines, aux convictions monarchistes affirmées. Bref, Jean Raspail, c'était un romantique, un amoureux des causes perdues, nostalgique d'une certaine idée de la France et dont il lassait disparu. Et c'est peut-être pourquoi il s'en inventera une autre patrie, la Patagonie. J'ai envie de citer Jean Raspail, il l'exprimera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. La Patagonie, c'est ailleurs, c'est autre chose. C'est un coin d'âme caché, un coin de cœur inexprimé. Ce peut être un rêve, un regret, un pied de nez. Ce peut être un refuge secret, une seconde patrie pour les mauvais jours, un sourire, une insolence, un jeu aussi, un refus de la conformité. Sous le sceptre brisé de Sa Majesté, il existe 1000 raisons de prêter hommage. Et c'est ainsi qu'il y a plus de Patagons qu'on ne croit et tant d'autres qui s'ignorent encore. Voilà, la Patagonie, c'est aussi l'histoire d'un rêve partagé pendant plus de 20 ans avec des centaines de ses lecteurs. Et l'un des leurs est avec nous ce soir. Au cœur de l'Ouest, l'invité, Thomas Cochebray. Christophe Carichon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Christophe Carichon, vous êtes historien et vous êtes aussi vice-consul de Patagonie en Anjou. Je suppose que vous avez accueilli cette nouvelle du décès de Jean Raspail avec une grande tristesse. Oui, bien sûr, c'est vrai que Jean Raspail était âgé, mais c'est une grande tristesse qui nous a étreints, moi-même, bien sûr, et puis tous les compatriotes patagons, les milliers de compatriotes patagons au travers le monde. Alors avant d'expliquer à nos auditeurs pourquoi vous êtes patagon et vice-consul de Patagonie en Anjou, je voudrais revenir tout de même sur une période de sa vie à Jean Raspail. Beaucoup le connaissent comme écrivain. Peut-être un petit peu moins, et pourtant il a beaucoup écrit, mais comme explorateur. On le disait en introduction, explorateur un peu des terres oubliées, à la découverte des peuples qui disparaissent. Oui, il a 24 ans quand il part en 1948. Pour sa première expédition, il est mandaté par le quartier général des Scouts de France, en particulier par Michel Menu, pour faire un raid déjà en canoë sur les chemins d'eau du Roi entre Québec et l'embouchure du Mississippi. Et puis ensuite, on va le retrouver. C'est un peu, il est à la suite de Paul-Émile Victor ou de Charcot. On va le retrouver sur toute l'Amérique latine, mais également dans d'autres coins du monde, et toujours à la recherche de ces peuples oubliés. Des autres coins du monde, mais également de France. Combien de fois a-t-il été à la recherche des Visigoths, dont il disait descendre, ou de la petite église de Vendée dans les Deux-Sèvres? Voilà, donc toujours un aventurier, un explorateur. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'aventurer toujours un peu loin et peut-être à quitter son confort bourgeois ? Essayer de comprendre comment les peuples disparaissent ou comment ils peuvent survivre. Essayer de comprendre comment se passe la hache de la tradition. Il a un très beau recueil de nouvelles qui s'appelle La hache des steppes. Essayer de comprendre comment les langues continuent. C'est pour ça que l'un de ces peuples qui l'a beaucoup ému, ce sont les Alakaluf du sud de l'Amérique latine qui ont disparu dans les années 70. Un peuple qui vivait de manière très rustique, rudimentaire, simplement en se nourrissant, en s'habillant et à partir de la peau de phoque, et qui a disparu en effet dans les années 70. Il était fasciné par la disparition des peuples, des hommes. Face à quoi ? Face à la mondialisation ? Face à la mondialisation. Alors, on parlait pas de mondialisation à l'époque, mais face aux échanges, face à la modernité. Je crois que Jean Raspail est fondamentalement anti-moderne. Vous en parliez un petit peu de cette Amérique du Sud, cette terre de feu, enfin en tout cas la partie la plus au sud de l'Amérique latine, la Patagonie. Qu'est-ce que ça représente pour lui, la Patagonie ? La Patagonie, géographiquement, c'est une longue bande de terre avec l'Araucanie qui appartient et au Chili et à l'Argentine. Je crois que ça représentait
pour lui un autre monde, une aventure, un infini où il aimait en effet se rendre, mais s'y rendre physiquement, mais également s'y rendre en pensée, mentalement, oui. Oui. Alors il se proclame consul de Patagonie. Expliquez-nous un petit peu. Vous-même, vous êtes vice-consul de Patagonie en Anjou. Il faut nous expliquer pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le monde de Jean Raspail. Jean Raspail s'est intéressé aux aventures d'un petit avoué du Périgord, Antoine de Tounins, qui, regardant une carte du monde, on est sous Napoléon III, va découvrir cette large bande de terre que sont la Patagonie et l'Araucanie et va se proclamer roi pour défendre les communautés indiennes de cette contrée. Il va y faire 2 expéditions et à chaque fois il va être chassé par le Chili, même s'il avait proposé à la France de Napoléon III de l'aider. Mais Napoléon III, échaudé au Mexique dans les années 1860, avait laissé tomber. Et en écrivant cette vie d'Antoine de Tounins, eh bien, Jean Raspail, à la fin du roman, va se proclamer lui-même consul général de Patagonie, consul général du roi Antoine Ier. Et à partir de là, les lecteurs de Jean Raspail, ces lecteurs fidèles, eh bien, vont eux aussi imaginer ce royaume, et Jean Raspail va accepter de faire Patagon, de faire sujet du royaume de Patagonie, eh bien plusieurs milliers de lecteurs connus ou inconnus qui vont non pas se distribuer des titres ou des rôles, mais qui vont s'évader en effet et essayer de vivre à la manière de Jean Raspail, mais à la manière aussi, si vous voulez, des hussards, que ce soit Nimier ou que ce soit Jacques Perret. Jacques Perret et Nimier font éminemment partie, évidemment, de la généalogie de Jean Raspail, et ainsi va se construire tout doucement un royaume de l'imaginaire, un jeu du roi, là encore, pour reprendre l'un des romans de Raspail. Voilà, donc c'est un titre fictif, finalement. Complètement, oui. Qui n'engage à rien. Il n'y a pas foncièrement de réunion Patagone. Justement, si la Patagonie était trop c'est partager un idéal. C'est partager un idéal. C'est une forme d'élégance, de courtoisie à la française. C'est une manière de rester debout, une manière de refuser aussi le sens du vent, une manière de se tenir face aux embruns et de porter haut le drapeau bleu, blanc et vert de la Patagonie face à l'adversité. Vous-même, vous avez eu envie de participer à ce jeu ? Oui. Pourquoi ? C'est parce que après la lecture de certains romans qui m'ont beaucoup marqué, et puis parce que justement cette possibilité existait, j'ai écrit à Jean Raspail il y a déjà bien plus de 20 ans pour lui demander l'honneur d'être naturalisé Patagon. Alors, Christophe Carichon, je le rappelle, vous êtes historien, vous êtes angevin et vous êtes vice-consul de Patagonie en Anjou, un fervent lecteur de Jean Raspail. Jean Raspail qui nous a quittés donc le week-end dernier à l'âge de 94 ans et qui laisse à la France de très nombreux ouvrages. Je ne sais pas combien il en a écrit au total. Il y en a une trentaine. Ouais. Et en tout cas, on va parler tout de même d'un ouvrage phare qui a fait aussi sa notoriété, et plus largement que le cercle de ses fans, c'est Le Camp des Saints. C'est un ouvrage écrit en 1973 qui est considéré comme politiquement incorrect, et il aborde le sujet très périlleux de la fin du monde occidental face à l'arrivée massive de populations affamées venant des pays du tiers-monde. C'est un ouvrage qui a contribué à le classer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors Christophe Carichon, le Camp des Saints, certains le voient comme un ouvrage prophétique, d'autres l'ont taxé d'un ouvrage tout simplement raciste. Quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce que c'est un ouvrage incompris ? Non, pas incompris. Raciste, certainement pas. On ne peut pas imaginer Jean Raspail, qui a été pendant toute sa vie le défenseur des minorités, des peuples oubliés, des noirs, des blancs, des jaunes, comme quelqu'un de raciste. Certainement, il voyait une différence entre les différents peuples, mais pas raciste. Mais Jean Raspail observe le monde qui vient, observe le monde des années 70, et il constate en effet que il y a cette opposition entre un monde riche et confortable et un monde qui, en effet,
meurt de faim. On parle du tiers-monde à cette époque-là, mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et pour lui, apparaît logique que si ce tiers-monde ne se développe pas, eh bien, il finira par envahir, envahir, c'est le terme qu'il utilise, par les vases communicants, eh bien, un Occident qui lui-même n'est plus fidèle à son identité. Il critique beaucoup le déclin de la civilisation occidentale. Oui, il avait été très touché par le déclin d'une part de la civilisation occidentale et d'autre part de l'Église catholique dans laquelle il avait été baptisé et puis élevé. Il a un fort attachement à la monarchie. Il a un fort attachement à la monarchie, oui, bien sûr. L'un de plusieurs ouvrages l'évoquent. D'une part, Cire, qui raconte le sacre d'un descendant des rois de France dans une cathédrale vide à Reims aux alentours de l'an 1000, et puis le roi au-delà des mers lui-même se disait bien sûr monarchiste. Il s'est fait connaître aussi lors de l'anniversaire, le bicentenaire de la mort de Louis XVI, en organisant avec des milliers de personnes une cérémonie d'hommage au roi martyr sur la place de la Concorde. Est-ce que la polémique autour de ce livre, Le Camp des Saints, qui est ressorti assez récemment chez son éditeur habituel, avec une préface spéciale qu'il a réécrite pour une meilleure compréhension aussi de son ouvrage 20 ans après, est-ce que cette polémique-là a pu rendre impossible une potentielle entrée à l'Académie française ? C'est possible, il s'y est présenté 2 fois si je me souviens bien, et il a échoué de peu, mais c'est vrai que Sylvain Tesson redisait dans une interview au Figaro, Sylvain Tesson, donc l'explorateur et ami de Raspail, grand ami de Raspail, disait que le Camp des Saints est aussi l'arbre qui a caché la forêt, parce que l'œuvre de Raspail, ce n'est pas que le Camp des Saints, même si ce déclin de l'Occident qu'il a vécu, il n'aimait pas le XXe siècle, encore moins le XXIe, eh bien, a été pour lui quelque chose qui revenait sans cesse dans son œuvre. Qu'est-ce qui vous émeut le plus, vous, dans la geste raspalienne ? J'ai beaucoup aimé L'Anneau du pêcheur. C'est un livre que je relis tous les ans, L'Anneau du pêcheur, qui raconte l'imaginaire succession des papes d'Avignon, et où un service secret du Vatican va tout mettre en œuvre pour accompagner le dernier des papes d'Avignon en l'an 2000 pour qu'il puisse aller mourir en paix à Rome. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est très attachant. Et puis Jean Raspail est quelqu'un qui était humainement très attachant, toujours très élégant. Il avait une figure de lord anglais, et qui a marqué énormément de personnes de ma génération, je pense, mais également les jeunes. Il fallait voir y compris dans les dernières signatures qu'il a pu faire ces dernières années, eh bien le nombre de jeunes qui venaient en effet faire dédicacer ses ouvrages. Et puis son œuvre a été également portée depuis quelques années en bande dessinée par l'illustrateur Jacques Terpan. Voilà, pour les Royaumes de Borée et puis pour les 7 cavaliers. Exactement. Petit ouvrage très fin, mais effectivement qui emporte. Les 7 cavaliers est un des romans les plus chocs qu'il m'a été donné de lire. Quelque chose d'absolument, c'est presque un ovni littéraire, les 7 cavaliers. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer encore sur peut-être un ouvrage encore à conseiller à nos auditeurs à découvrir de Jean Raspail, peut-être le moins connu? Alors peut-être pas le moins connu, mais lisez ses recueils de nouvelles, en particulier les Hussards ou la Hache des Steppes, et puis ses livres de voyage, son journal Peau-Rouge, où il a, à la suite de Paul Cause, là encore un ancien scout, un chef scout, fondateur des Scouts de France d'ailleurs, dans les années 30, il va à la rencontre des Peau-Rouges, il va essayer de comprendre pourquoi les Amérindiens ont perdu, comment ils maintiennent encore leur tradition, quelle est aussi la place de la France, ou de ce qu'il reste de France, dans les tribus qui nous furent fidèles au temps du dernier des Mohicans, de la guerre de 7 ans et de Montcalm. Christophe Caréchon, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'un livre aux éditions Artege sur Arnaud Beltrame, bien connu en France, une figure de héros. Vous avez aussi d'autres livres à votre actif. Je crois savoir, on le disait juste avant l'émission, que vous êtes en train de préparer un livre qui aurait pu être le livre de Jean Raspail. Oui, dans un autre entretien assez récent, Jean Raspail a
On a pu trouver ses romans pessimistes, mais il avait une espérance et il pensait que si la transmission devait se faire, les traditions devaient se faire, elles pouvaient passer par les isolats. Et il avait beaucoup d'admiration pour les monastères, en particulier les monastères bénédictins, et le scoutisme de sa jeunesse, auquel il était revenu d'une certaine manière, et il avait dit que il aurait aimé écrire un livre sur le scoutisme. Et en effet, donc mon prochain ouvrage s'attachera à retracer les parcours d'une quinzaine de grands chefs scouts des années 30 aux années 60. Et on vous réinvitera justement pour en parler sur RCF Anjou. Christophe Carichon, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien et vice-consul de Patagonie en Anjou. Merci d'avoir évoqué la figure et l'œuvre de Jean Raspail, écrivain français décédé à l'âge de 94 ans à Paris samedi dernier. Ses obsèques auront lieu le jeudi 17 juin à l'église Saint-Roch à Paris. Chers amis auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne.